Chapitre 18 Paris, passage Jouffroy, dimanche 18 octobre 2015, 10h48. Et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? C'était la bonne question. Son suspect envolé, potentiel commanditaire rectifié, la théorie de Malo prenait l'autre partout. Si, comme il l'avait tout d'abord pensé, l'antiquaire avait été le commanditaire, le type serait venu avec le sac et lui aurait rapporté la tête. Mais de sac, le fuyard n'en avait pas plus qu'il n'y en avait dans la boutique. Restait, bien sûr, la possibilité que l'assassin, méfiant, ait décidé de le cacher avant de venir. Mais Malo, il ne savait pourquoi, n'y croyait pas. Il y avait autre chose. Quand il était arrivé et avait jeté un regard à travers la vitrine, Malo avait vu le meurtrier fracasser un objet, celui dont les débris jonchaient encore le comptoir et le sol, une statuette dont il avait fouillé les morceaux. Il ne venait pas apporter la tête, il cherchait quelque chose. Malo s'approcha du grand comptoir de bois qu'encombraient nombre de bibelots, plus ou moins exotiques ou anciens. Ici, une magnifique caisse enregistreuse mécanique nationale du début du XXe siècle, toute de bronze et de cuivre rutilant, avec sa manivelle et ses boutons en saillie, comme toutes les petites filles jouant à la marchande auraient rêvé d'en posséder. Voisinait un bataillon de verre à digestif en rang serré, ce qui devait être un vase de Chine orné de dessins à la délicatesse raffinée. Un peu plus loin, une jolie horloge de bois, relativement simple mais élégante, tenait compagnie à un crâne humain en pierre gravée d'étranges runes. Il enfila ses gants et examina les tessons de la statue qu'avait fracassé le meurtrier, une petite déesse égyptienne à la ciselure délicate. Mais il n'y avait, sur aucun des morceaux, sur le grand meuble ou à terre, la moindre indication. Il fit le tour, s'approcha du cadavre, le palpa, non pas comme les experts de tout à l'heure, mais pour trouver, dans ses vêtements ou sur lui, quelque indice, papier ou document. Rien sur lui, pas plus que dans sa sacoche, que mademoiselle Mignon découvrit dans une veste accrochée dans un réduit attenant aux toilettes, dans l'arrière-boutique. Malo eut beau ouvrir tous les tiroirs du grand meuble pour tenter d'y trouver des compartiments secrets, il n'y dénicha rien de plus que des documents de compte ou des pochettes frappées au logo de la boutique. Il regarda sa montre. 30 minutes déjà, et toujours rien. S'il ne trouvait pas l'ombre d'un indice, une piste dans la demi-heure qui suivrait, il resterait à Aurillac pour encore quelques années, à écouter les lamentations des poivreaux du samedi soir, à tenir compagnie à Saucisse en mangeant sa pizza Vival à moitié froide, et à subir, à longueur de semaine, l'effroyable sagesse populaire d'Albert. Et 2 ou 3 fois l'an, le spectacle de sa goinfrerie joviale au repas du commissariat. Le cauchemar. Il fallait qu'il trouve. Il devait trouver. Albert, justement, qui observait d'un œil sceptique avec l'air de qui se demande ce qu'on pouvait bien faire de toutes ces vieilleries, les bibelots de cette véritable bonbonnière pleine comme un œuf, s'exclama, penché sur une statue de démon ou de monstre plus ou moins reptilien. « Ah, ben celui-là, il avait vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Moi, je mettrais pas ça dans mon salon. » Le salon d'Albert, Malo l'imaginait très bien, avec sa tête de sanglier empaillée au-dessus du cantou, la grande cheminée traditionnelle, entre 2 croûtes anonymes présentant une nature morte au faisan, ou un paysage champêtre avec un chien et le fusil de chasse de grand-père, celui qui avait descendu le sanglier. C'est Quetzalcoatl ne put s'empêcher de préciser mademoiselle Mignon, qui avait suivi la direction de son regard. Le serpent à plumes, un dieu précolombien. Elle crut bon d'ajouter, devant l'expression égarée du géant. Les Aztèques, entre autres. Ah, ceux qui sacrifiaient des gens en leur arrachant le cœur. C'est ça, apprécia-t-elle, visiblement étonnée qu'il en sache si long. Albert avait parfois de ces fulgurants. Ça ne l'avançait pas beaucoup. Albert gâcha tout en ajoutant. Je le sais parce que l'autre jour, mon chien a bouffé une charogne pas fraîche, alors qu'on était en balade. Je l'ai amené au vétérinaire.
C'était bourré. Et il y avait plus qu'un seul journal sur la table. C'était un truc d'histoire et il y avait un article. Sur les précolombiens, acheva mademoiselle Mignon, qui ne pouvait pas s'empêcher de sourire. C'est ça. Eh ben, il y avait une image où on voyait un prêtre en train d'arracher le cœur d'un pauvre mec pour faire lever le soleil. C'était vraiment pas bien, ces types. Vous savez, il y en a qui croyaient que le ciel allait leur tomber sur la tête, glissa l'enseignante avec un sourire. Ça, c'est normal. Et puis, ils étaient pas si bêtes. Regardez les météorites. Malo, qui tentait désespérément de se concentrer et de trouver un embryon de réponse, faillit leur hurler de se taire à l'instant où Albert, arrêté devant la Valkyrie à taille humaine, avec ses grandes ailes, son épée et son armure improbable, qui tenait plus du corset que d'autre chose, un corset particulièrement bien rempli, s'exclamait. « Ah, celle-là, elle me plaît plus. Elle a de la conversation. » C'est une Valkyrie, le renseigna une fois encore mademoiselle Mignon, qui avait visiblement décidé de faire, vaille que vaille, son éducation mythologique. Une fille d'Odin, le dieu des Germains, qui amenait les âmes des guerriers défunts de manière héroïque jusqu'au Valhalla, pour qu'ils vivent à jamais. Le programme avait tout pour plaire à Albert, qui détaillait d'un regard pour le moins gourmand les formes avantageuses de la guerrière. Il ne put s'empêcher de relever. « Vous avez remarqué, patron, le nombre de bibelots qui ont à voir avec la religion ici? Les Égyptiens, les Précolombiens, les Germains. Il aimait ça, ce type. C'est curieux pour un antiquaire, non ?» Malo, qui voyait leur filer, ouvrit la bouche pour réclamer le silence, mais se figea, un doigt levé, qu'il tourna lentement vers mademoiselle Mignon. « Oui, c'est ça, » murmura-t-il. « C'est ça quoi ?»« Les 9 types, là, les inconnus. » Il claqua des doigts. « Les 9 supérieurs inconnus, » compléta l'enseignante en s'approchant de lui, le regard soudain plus aigu. « Vous m'aviez dit leur spécialité, vous pouvez me les rappeler ?» Elle lui lança un regard intrigué. Il craignit qu'elle ne lui demande des explications, mais elle finit par énumérer. L'étude des sociétés, la physiologie, il secoua la tête, la manipulation mentale et la guerre psychologique. Il eut un geste de dénégation. La lumière, la gravité, une grimace. La cosmogonie. Oui, c'est ça, approuva-t-il, c'est certainement ça. Vous voulez dire que... Il se tournait en tous sens, son regard sautant d'un bas-relief grec à une statue de lion babylonien à tête humaine. Oui, j'en suis sûr, ce type est un de vos supérieurs inconnus, ou du moins se prenait pour tel. Vous avez dit que chacun d'entre eux connaissait l'identité d'un seul de ses collègues, n'est-ce pas? Comme elle ne répondait pas, il répéta, n'est-ce pas? Oui, finit-elle par acquiescer. Alors c'est ça, c'est forcément ça. Et si ce pauvre gars se prenait pour un de vos supérieurs inconnus, ajouta-t-il en désignant le cadavre, je parie que la solution pour trouver le nom du suivant se trouve quelque part dans une de ces statues ou de ces objets. Mais laquelle? Il regarda sa montre. Encore 15 minutes. Son attention revint au comptoir et au tesson de la petite statuette. Une statuette égyptienne. Ce n'était pas un hasard si le meurtrier avait commencé par là. Mais peut-être n'avait-il pas pris la bonne. Il se tourna vers l'enseignante qui, elle aussi, charmant spectacle, pivotait sur elle-même pour observer tous les objets posés autour d'eux sur les rayonnages ou les présentoirs. La cosmogonie, c'est bien la création du monde, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, lui répondit mademoiselle Mignon d'une voix absente, sans cesser de balayer des yeux les reliques qui les entouraient. Et chez les Égyptiens, comment l'explique-t-on? Comme elle hésitait, il la pressa. Vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Eh bien, commença-t-elle, il y en a plusieurs, c'est assez compliqué. Choisissez-en une et on verra. Elle prit une grande inspiration. Il y en a une, la cosmogonie hermopolitaine, qui prétend que Thoth, le dieu à tête d'ibis, déposa sur une butte jaillie du Noun, le Nil probablement, un œuf primordial. Un œuf, cherchez un œuf, lança-t-il. Cet œuf, poursuivit-elle alors que son regard passait d'une œuvre à l'autre, et qu'Albert faisait de même du côté opposé de la boutique, aurait été couvé par 4 dieux mâles aux têtes de grenouille et 4 dieux femelles aux têtes de serpent. Cherchez ça, ordonna Malo. Comment? Je ne sais pas, un tableau, un bas-relief, une... Il s'arrêta devant un des rayonnages où, à hauteur d'yeux, lui faisait face une sculpture d'une facture visiblement ancienne, dont le socle représentait l'onde d'un cours d'eau,
surmonté d'une petite éminence sur laquelle s'élevait un œuf et qu'entouraient 8 créatures étranges, nues, à corps humain et tête d'animal, accroupies, comme en adoration. Une sculpture, acheva-t-il plus bas en tendant ses doigts vers l'œuvre de terre cuite. Entendant le changement de ton de sa voix, les 2 autres s'approchèrent et vinrent observer la sculpture. « Et vous pensez que... » commença mademoiselle Mignon, comme si elle n'osait y croire. Il souleva la statue, la retourna, tenta de trouver une inscription où... Albert ne put s'empêcher de lâcher d'un ton réjoui avec sa grosse voix. « C'est comme la blague, vous savez. Qui c'est qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Bah là, c'est l'œuf. » Malot le fixa avec stupéfaction comme l'autre soir dans le bureau de Bergier. « L'œuf, bien sûr, l'origine du monde. Albert, vous êtes génial. » Regrettant déjà ces mots, il retourna la statuette, passa ses doigts sur l'œuf jusqu'à sentir une légère ligne de fracture dans la surface apparemment unie. Avec moult précautions, il saisit la partie supérieure et commença à tourner lentement. Et, comme il le pensait, après une résistance initiale, l'objet céda et pivota sur lui-même, dévoilant un pas de vis, puis se détachant de sa base pour révéler un petit compartiment. Un compartiment au fond duquel Malot devina des mots gravés. Il se pencha. « Qu'y a-t-il marqué ?» ne put s'empêcher de le questionner mademoiselle Mignon qui s'impatientait. Il plissa les yeux. « Si tu veux poursuivre le chemin de la vérité, cherche l'objet qui plaça le temps entre les mondes. » Malot, qui avait espéré découvrir le nom et l'adresse d'un autre antiquaire, ou de n'importe quelle personne, homme ou femme, qui aurait pu lui donner une indication pour poursuivre son enquête, poussa un grognement d'exaspération. « Ah, c'est pas vrai !» Son regard revint une fois encore se poser sur sa montre. 10 minutes. Il se tourna vers mademoiselle Mignon. « Vous avez une idée, vous ?»« Je ne sais pas, je cherche, » lui répondit-elle, une ride de contrariété au front. « Vite, nous n'avons plus que 10 minutes. »« Ah, vous croyez que ça m'aide ?» explosa-t-elle aussitôt. « Cherchez, vous aussi, plutôt que de râler. »« Temps entre les mondes, le temps entre les mondes. »« Une montre ?» proposa gaiement Albert avec l'expression d'un gosse qui joue aux devinettes. « Albert, pour l'amour du ciel !» s'emporta Malot qui passait les rayonnages en revue pour chercher un objet ayant quelque chose à voir avec le temps. Son regard revint sur la petite horloge posée sur le grand comptoir. Il envisagea un instant que la réponse se trouve à l'intérieur, la souleva, la retourna. Non, ce n'était pas ça. « Un chronomètre, alors, Albert !» rugit-il excédé. Mademoiselle Mignon les coupa. « Chronomètre, chronos ?» Elle leva les yeux vers lui pour poursuivre. Dans la cosmogonie grecque, Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre, sont perpétuellement unis. Un jour, Gaïa demande à son fils, Chronos, de trancher les attributs génitaux de son père pour les séparer. Les attributs... les couilles, quoi. En somme, oui, lui répondit l'enseignante. Vous excuserez ma pudibonderie. Son sourire canaille démentait ses paroles. Quoi? Il a coupé les rousses pignoles de son père? Albert s'était arrêté de chercher et s'était dressé, l'air profondément scandalisé. En toute autre circonstance, Malot aurait peut-être éclaté de rire, mais là, il n'avait vraiment pas le temps. Oui, confirma mademoiselle Mignon, qui scrutait déjà les rayonnages et étagères à la recherche de... De quoi? De douleur, poursuivit-elle, Ouranos se retire. Le temps sépare désormais le ciel et la terre, et le monde peut réellement commencer. Mais avec quoi? Avec quoi il les sépare? Avec ça, lui répondit l'enseignante en saisissant, jusqu'alors accrochée au mur, une vieille serpe aux manches ouvragées que Malot avait vue tout à l'heure sans y prêter attention. Il s'approcha, tandis qu'elle tentait de découvrir, sur l'instrument à la lame ancienne, mais parfaitement huilée, une suite de lettres ou... Mais rien. Aucune inscription sur le métal rouillé, pas même le commencement d'un mot. Il tendit la main, prit la serpe, la tourna et la retourna, sans plus de résultat. La voix d'Albert faillit le faire sursauter. « Passez, patron, je sais ce qu'il faut faire !» Malot leva vers lui un regard méfiant. Albert le fixait de ses grands yeux avec des airs de labrador affectueux en désir de rendre service. Malot, sans savoir pourquoi, eut soudain envie de lui faire confiance.
Avant même de réaliser ce qu'il était en train de faire, il lui tendait la serpe. Du geste sûr de celui qui a déjà fait ça des dizaines de fois, Albert dévissa le manche de bois et le retira pour exhiber une tige de fer qu'il fit tourner à la lumière devant Malot, jusqu'à ce que ce dernier devine, gravé dans le métal, une suite de lettres qu'il lut sans trop de difficulté. « Cherche le lapin dans le ciel. »« Quoi » éclata Malot. « Encore une énigme à la con !» Il jeta un nouveau regard sur sa montre pour découvrir qu'il ne leur restait plus que 5 minutes. « Un lapin !» rugit-il encore. « Un lapin dans le ciel. Je t'en foutrais, moi, des lapins. Et pourquoi pas Bugs Bunny in the Sky with Diamonds? Qu'est-ce que c'est que ces foutaises encore? Putain, on n'a plus le temps !» Et cette fois, à son grand dame, Mademoiselle Je sais tout aussi semblait en panne d'inspiration. « Ne me dites pas que vous séchez, professeur. » C'était plus une supplique qu'un défi. Le regard qu'elle lui lança valait toutes les réponses et ne lui apporta aucune joie. Il en était à se dire que c'était fichu, qu'il passerait les 10 ans à venir à entendre les confessions du vieux Jackie tous les samedis soirs, et qu'il finirait rapidement dans le même état que lui, quand Albert fit de nouveau usage de sa corne de brume infernale. « Moi je sais !» Une fois encore, il avait l'expression réjouie du gamin qui a trouvé la réponse avant tous les autres. Pour lui, c'est un jeu de piste, comprit soudain Malot, comme chez les boy scouts qu'Albert était pour moitié. Foutu pour foutu, dit Malot, autant lui faire plaisir. Malot se tourna donc vers Albert pour le voir se précipiter sur le bas-relief aztèque qu'il regardait un peu plus tôt, le saisir et expliquer. « Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais allé chez le vétérinaire avec mon chien, et que, comme il n'y avait ni la montagne ni l'équipe, j'avais lu la seule revue qu'il y avait, un truc d'histoire ou National Geographic, je sais plus, enfin une de ces revues-là, quoi. » Ces revues-là, pour Albert, ça englobait tout ce qui comportait beaucoup plus de textes que de photos. Albert, abrégé pour l'amour du ciel. « D'accord, patron, » répondit le colosse un peu vexé de se voir rabroué alors qu'il s'efforçait de les sortir de l'embarras. « Comme j'ai attendu longtemps, vu que le type devant avec son greffier, ça en finissait plus, je me suis mis à lire cette revue. Et puis vous savez, une fois que j'ai commencé, j'ai trouvé ça vachement intéressant. » Il avait dit ça avec un long regard en direction de mademoiselle Mignon, comme s'il quêtait son approbation. Comprenant qu'elle devait faire un geste pour l'encourager, l'enseignante lui dédia un sourire que Malot lui aurait envié. « Albert !» pressa-t-il encore. « Enfin bon, voilà. C'est vos histoires de cosmo-trucs et de création du monde qui m'ont rappelé ça. Les Aztèques qui croyaient qu'au début il faisait tout noir dans l'univers. Du coup, les dieux se réunirent dans une grande cité, à Teotihuacan. »« Vous vous souvenez du nom de cette ville ?» s'étonna mademoiselle Mignon, qui n'en croyait pas ses oreilles. « Bien sûr !» se rengorgea-t-il. « Quand je lis un mot, je m'en souviens toujours, surtout si je le lis à haute voix. Et puis, des noms comme ça, on n'en lit pas tous les jours. »« Ma parole, c'est Rainman !» se dit un instant Malot en observant les traits quasi minéraux de son subordonné. Il était surpris de découvrir cet aspect d'Albert qu'il ne soupçonnait pas. En toute autre circonstance, il se serait peut-être intéressé à cette nouvelle facette du mastodonte, mais ce n'était vraiment pas le moment. 4 minutes, lui annonçait sa montre. « Albert !»« Oui, patron. Les dieux, ils décident de créer le soleil. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait un qui se jette dans le feu pour devenir le soleil. Vous savez comment ils étaient, ces gens-là. Il fallait toujours qu'ils sacrifient quelqu'un. Alors, il y en a un, il s'appelait Tekukitzekalt. » Une fois encore, Malot était éberlué. Écouter Albert débiter ainsi des noms précolombiens à coucher dehors lui laissait une persistante impression d'irréalité. Tout beau, tout plein de plumes et de bijoux, il s'avance et il dit qu'il va y aller. Mais au dernier moment, il se déballonne et il recule. Il y a un petit Ratanius, Nanahuatzin, qu'il s'appelait, qui s'avance, tout moche, tout pustuleux, et lui, il se jette dans le feu direct, sans hésiter une seconde, et il devient le soleil. Mais l'autre, Tekukitzekalt, vexé comme un pou, il se jette aussi. Du coup, il y a 2 soleils. Les dieux, ils sont furax, et ils lancent un lapin à la gueule de Tekukitzekalt. C'est marrant, hein, balancer un lapin à la gueule de quelqu'un. Ils étaient un peu curieux, ces Aztèques. Albert en rigola à gorge déployée. Malot l'aurait bouffé. « Albert !» Le rire du géant stoppait net. « Pardon, patron. » Il reprit le fil de son récit interrompu.
Et donc, du coup, comme il a un lapin sur la tronche, il brille moins. C'est pour ça que la lune brille moins que le soleil, et que les Aztèques, ils croyaient qu'il y avait un lapin sur la lune. Il pointa un doigt sur le disque qui frappait le bas-relief au-dessus de la figure centrale de Quetzalcoatl. Sans attendre, et devant les regards incrédules des deux autres, il glissa un ongle sur le côté du disque, souleva et le délogea pour dévoiler une petite cavité circulaire au fond de laquelle Malo devina de nouveaux mots. « Albert !» demanda Malo, fébrile. « Qu'est-ce que ça dit ?» 3 minutes, le narguait sa montre. Il avait l'impression qu'elle lui disait « Tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. » Albert se pencha, plissa les yeux, ses sourcils pithécanthropesques froncés lui donnant plus que jamais des allures de troll. « Pour achever ton voyage, annonna-t-il. » Les secondes filaient, Malo en aurait hurlé, il se précipita sur la tablette, la saisit des mains d'Albert et plissa les yeux à son tour pour déchiffrer les pattes de mouche. Vers la vérité, cherche sous le ciel des fils d'Odin. Non, ne put-il retenir en comprenant qu'on leur imposait encore un nouveau défi et qu'il était à présent trop tard. Un regard vers l'extérieur lui montra le visage souriant d'Olivier qui le fixait avec une expression narquoise. Alors même qu'il l'observait, il le vit lever son bras pour lui désigner sa propre montre. Malo retint un hurlement de colère. « Attendez, l'arrêta mademoiselle Mignon. Les précolombiens, c'est pas mon rayon, mais les Scandinaves, je connais mieux. Le ciel des fils d'Odin, c'est... Le monde, d'après les Vikings, a été créé à partir du cadavre de Ymir, un géant que tua Odin, le père des dieux. Et le ciel a été bâti à partir de son crâne. À peine prononçait-elle ces mots que les 3 regards convergeaient vers le crâne posé bien en évidence sur le grand comptoir, ce crâne gravé de runes que Malo avait remarqué tout à l'heure. Dehors, Olivier se dirigeait déjà vers l'entrée. Malo se jeta littéralement sur le comptoir, saisit le crâne à pleines mains, le retourna pour ne rien trouver. La porte s'ouvrit. « L'heure est écoulée !» claironna la voix d'Olivier. La tempe, une portion légèrement saillie, comme un bouton. Il pressa dessus, la mâchoire s'ouvrit, dévoilant la cavité intérieure et une boîte en bois marquetée en tout point semblable à celle qu'il avait trouvée chez Bergier. Il s'en saisit, constatant qu'elle paraissait nettement plus lourde que la précédente, et la glissa dans la poche intérieure de son blouson, en espérant que personne, surtout pas Olivier, ne l'avait vue. Et en parlant du loup, « Malo, tu fais quoi, affalé sur ce bureau ?»« Merde » jura-t-il en précipitant le crâne au sol où il se brisa en éclats. « Est-ce que je peux être maladroit ?»« J'espère seulement que ce que tu viens de casser ne coûte pas plus cher que ce que tu pourras gagner dans toute une vie. »« Très drôle » apprécia Malo qui, maintenant qu'il avait ce qu'il voulait, ne désirait qu'une chose, évacuer les lieux aussi vite que possible en évitant les questions. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» Malo prit son air le plus dépité pour répondre d'une voix qu'il espéra aussi convaincante que possible. « Non, c'est toi qui avais raison, il n'y a rien ici. »« Pas de chance, mon ami, tu vas devoir retourner au pays des vaches. »« Au pays des vaches » s'indigna mademoiselle Mignon fort à propos. « Vous me traitez de vache ?» Olivier comprit qu'il avait compromis ses chances d'obtenir un tête-à-tête avec l'enseignante. « J'ai un cul de vache, peut-être. » Malo, alors qu'elle prononçait ces mots, ne put s'empêcher de porter son regard sur la partie concernée de l'anatomie de l'enseignante. Non, décidément, on pensait à beaucoup de choses, mais certainement pas à une vache. Le sourire triomphant d'Olivier se délitait à vue d'œil, Malo en aurait éclaté de rire, mais le meilleur restait à venir. « Qu'est-ce que vous avez contre les vaches ?» Cette voix formidable qui résonnait dans la boutique comme une sonnerie de trompette, Malo la connaissait bien, et il sursauta à peine quand elle s'éleva. Olivier, lui, n'y était pas accoutumé. Il se retourna d'un bloc pour se retrouver face au visage de troll d'Albert, à cet instant pas du tout souriant. Un Albert souriant n'était déjà pas rassurant, quand en plus il était contrarié. Non, je veux dire, enfin, je n'ai rien contre les vaches, c'est... C'est contre les Cantaliens que vous avez quelque chose, alors ? Demanda Albert, dont le ton montait encore un peu et le volume avec lui. Voyant qu'il s'enlisait et très inquiet de s'être mis le géant à dos, Olivier lança un regard de détresse vers Malo. Ce dernier le laissa mariner dans son jus avec une jubilation sadique, bien content, pour le coup, de prendre une petite revanche sur son confrère moqueur. Et puis, devait-il avouer, même si c'était son ancien protégé,
Olivier avait quand même hérité du poste qui aurait dû être le sien. Mesquin, ne put-il s'empêcher de songer. Peut-être, mais 3 ans à Aurillac à écouter les confessions de Jackie et de ses semblables tous les samedis soirs avait de quoi vous aigrir n'importe qui, se justifia-t-il. Mais il avait autre chose à faire. Allez, trancha-t-il, on s'en va. Comme Albert continuait de froncer les sourcils au nez d'Olivier, qui tentait en vain de reculer pour se mettre à distance de sécurité des mâchoires à croquer des troncs d'arbres, il ajouta « Albert, on s'en va !» Le Cantalou demeura quelques secondes immobile, fixé sur Olivier de sous ses arcades formidables, les 2 billes minérales de ses yeux. Malo voyait son infortuné collègue qui avait eu le malheur de toucher la corde sensible se ratatiner à vue d'œil. Mademoiselle Mignon en profita pour lui emboîter le pas. Olivier, la voyant prendre la poudre d'escampette, protesta. « Hé, notre verre, c'était le deal !»« Désolé, » lui répondit l'enseignante par-dessus son épaule en franchissant la porte. « Les vaches ne sont pas acceptées dans les cafés. Je vais me trouver un champ pour brouter un peu. » Était-ce lui, ou se déhanchait-elle de manière un peu plus appuyée en franchissant le seuil? Malo n'aurait su le dire. Olivier, en la voyant disparaître, fit un pas en avant, comme pour la rattraper, mais Albert s'interposa, un doigt levé qu'il agita de droite à gauche devant le visage de l'officier. « Ah non, monsieur. Chez nous, on a peut-être beaucoup de vaches, mais ça n'empêche pas qu'on sait qu'il ne faut pas insister quand une dame a dit non. » Malo, jetant un regard en arrière, vit Olivier ouvrir la bouche comme pour protester, lever les yeux vers Albert qui abaissait vers lui sa trogne minérale qu'on aurait dit tirer du sein même des montagnes, et renoncer. Elle était craquante, l'enseignante, et on aurait fait des folies pour une petite bombe pareille qu'on devinait gourmande des plaisirs de la vie. Mais affronter un smitroll de cet acabit, Olivier, tout coureur de jupons qu'il fût, tenait trop à sa peau pour ça. Ce fut donc d'un œil chagrin qu'il vit Albert rejoindre Malo et mademoiselle Mignon dehors, et tous les 3 disparaître de son univers comme ils y étaient entrés. Alors seulement son regard se reporta sur la boutique. Il soupira. La journée avait mal commencé et quelque chose lui disait que ce n'était pas fini.